Merci beaucoup. Eh bien, merci. C'était Joseph Tio, qui est le co-directeur et le négociateur sur le changement climatique en chef de Singapour. Par la suite, Julia sera avec nous pour parler d'un centre technologique à Toronto qui va nous parler de nouvelles avancées. Après avoir passé des années et dépensé des millions, la société compagnie sœur de Google, Sidewalk Labs, a finalement abandonné l'idée de bâtir un quartier technologique riverain à Toronto. À ce moment-là, la raison officielle avancée était l'incertitude économique sans précédent et il semblerait que la réalité soit tout autre. Pour en parler tout de suite, nous nous dirigeons donc à New York pour parler à Benoît Georges, journaliste indépendant, notamment pour Les Échos. Merci Benoît de nous rejoindre. Une question simple Bonjour. Une question simple pour ceux qui n'auraient pas suivi. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du projet et pourquoi l'offre de Sidewalk Labs l'a remporté, à votre avis? Alors le projet, il concernait un quartier proche du centre-ville, près du lac Ontario. C'était un projet qui durait depuis très longtemps. En fait, le quartier en question, c'est une grande friche industrielle près du port, très bien située parce qu'elle est près du centre-ville. Et ce quartier, il avait un besoin criant d'être aménagé. La ville de Toronto, c'est 3 millions d'habitants, c'est la plus grande ville du Canada. Et elle est en manque cruel de logements, comme beaucoup de villes qui ont poussé ces dernières années. Waterfront Toronto, qui est l'agence chargée d'aménager cette friche, cherchait depuis des années un projet pour une petite parcelle de 5 hectares qui est la plus proche du centre-ville, donc une parcelle très intéressante à aménager. Et en 2017, Waterfront Toronto a annoncé, sans qu'il y ait vraiment eu d'appel d'offres, que c'est une compagnie sœur de Google qui s'appelle Sidewalk Labs qui allait gérer le projet et qui serait une sorte de maître d'ouvrage de cette Smart City, de cette petite Smart City. Et Google a voulu en faire son image de la ville du futur. Ils ont décidé de mettre beaucoup d'argent. Ils avaient en fait une star qui s'appelle Dan Doctorow, qui est l'ancien bras droit de Michael Bloomberg à la ville de New York. Et le Sidewalk Lab, c'est une entreprise qui est censée inventer la ville du futur pour Google. Et ils se sont dit, chiche, on va aller sur cette partielle et on va faire de ce quartier en devenir notre ville du futur avec tout ce que Google peut apporter pour une Smart City. Alors, c'était un projet ambitieux, mais il y avait de nombreux problèmes, notamment le fait, un GAFA qui remporte le Quayside Project, eh bien, c'est tout simplement pas passé auprès des Canadiens. Il semblerait que Sidewalk Labs n'ait pas vraiment réussi à attirer et à rassurer la population. Alors, au départ, tout le monde était très content que Google arrive. Il faut le dire, en 2017, ça a été présenté par le Premier ministre canadien et tout le monde était plus ou moins, avait l'air d'être derrière Google. Et puis le projet était très beau. On parlait de voitures autonomes dans les rues, de robots souterrains, de capteurs, de trottoirs chauffés, de pistes cyclables intelligentes. Bref, c'était vraiment un projet ambitieux. Tout le monde était d'accord, mais très vite, ça a commencé à mal tourner. L'une des premières questions qui a été posée, c'est évidemment celle des données. Est-ce qu'on peut confier toute une ville et toutes les données des gens qui y circulent à un GAFA, en l'occurrence Google? Il faut aussi se rappeler que c'est la période 2017 où peu après est arrivée l'affaire Cambridge Analytica. Les gens ont commencé quand même à s'inquiéter de leurs données et ce n'était pas très bien dans cette optique-là. La deuxième chose qui a posé problème, c'est que Google est arrivé presque 2 ans après l'annonce avec son master plan. Ils avaient dit dès le départ, on montrera ce qu'on veut faire avant de lancer les travaux. Sauf que quand ils ont montré leur projet, ils n'ont pas dit on va se contenter des 5 hectares, ils ont dit il nous en faut presque 80. Donc une énorme partie, une énorme pépite, parce que pour des questions de passage à l'échelle, on a besoin de plus de place, sinon le projet n'est pas viable. Et ils sont arrivés avec un livre de 1500 pages, une espèce de master plan. Honnêtement, il est superbe, c'est un travail dingue, sauf que toutes les questions importantes sur les données étaient passées un peu en dessous du tapis. Ils ont dit on va faire un Urban Data Trust qui gérera toutes les données, et puis ces données-là, comme on ne peut pas demander le consentement des gens qui marchent dans la rue, on va présupposer qu'ils sont d'accord, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas nous qui gérons les données, c'est le Data Trust. Mais le simple fait de récolter des données d'usagers sans leur avis, c'est contraire aux lois canadiennes. Donc, gros problème, levée de bouclier. Il y avait une petite opposition avant mai 2019 et elle n'a cessé de grandir au point que le projet a été retardé. Waterfront Toronto, qui était censé l'accepter, a dit non, il faut que Google revoie sa copie. Et on a très bien senti, moi j'étais là-bas en octobre l'année dernière, il y a presque un an, on sentait bien que le projet partait un peu dans le mur.
Et à l'arrivée, le coup de théâtre est arrivé en mai 2020, donc juste après le Covid. Google a dit on est désolé, la situation Covid fait qu'on est obligé d'abandonner Waterfront Toronto et le projet de Kayside. En réalité, on a bien senti qu'ils cherchaient une porte de sortie. Le Covid n'est qu'un argument. C'est sûr que c'est plus compliqué de lancer des projets d'urbanisme en ce moment. Le vrai problème, c'est que Google n'aurait jamais eu le droit d'utiliser 80 hectares à Toronto. On leur a demandé de revenir aux quelques hectares de départ, et ça, pour eux, ce n'était pas possible. Alors justement, Benoît, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de ce projet pour développer d'autres villes dans le futur? La première leçon, c'est que aménager une ville, c'est pas le métier d'un GAFA. Les GAFA sont très bons, sont des géants des données, ils ont beaucoup de moyens, ils ont les moyens de mettre énormément d'argent en recherche-développement, mais c'est pas leur boulot. Et ça, la communauté locale, que ce soit les bâtisseurs, les aménageurs, les politiques et le public, leur ont fait comprendre que c'était pas le travail d'un GAFA et il n'était pas sain que ça arrive, en particulier au Canada. C'est pas les États-Unis, le Canada. C'est tout près. Les gens ont tendance à penser que c'est pareil, mais les lois sur les données sont pas les mêmes et le regard qu'on a sur les GAFA est pas du tout le même. Les gens ont dit non, c'est pas possible. C'est une mainmise américaine sur un projet local. Donc c'est pas votre métier. Les GAFA ne peuvent pas y aller tout seuls, à mon avis. Deuxièmement, il faut écouter les populations. Il faut pas avoir les yeux trop gros. Il faut arriver avec des projets relativement modestes que les gens peuvent comprendre, que les gens puissent voir ce qui se passe. Si vous arrivez en disant on va faire toute une ville, c'est trop. Je pense que l'idée de départ qui était de se concentrer sur un quartier était la bonne. Ça ne permettait sûrement pas un passage à l'échelle, mais ça permettait d'avancer. Et en ayant les yeux plus gros que le ventre, Google a complètement raté son premier investissement important dans une ville. Et la dernière chose, c'est qu'il faut écouter et dialoguer. Il y a eu beaucoup de réunions publiques, il y a eu plein de moments où Google a présenté, ils ont arrivé avec un gros livre pour dire tout ça, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est réellement entendre ce que disent les gens. Et notamment, la question des données, elle est centrale. Si on ne discute pas avec les populations, si on ne comprend pas les attentes, ce n'est pas possible de lancer un projet urbain. C'est un peu ce que Francis Pisani disait un peu plus tôt dans l'après-midi. Il faut absolument que ça se fasse en co-construction. Ce n'est pas parce que vous êtes la première entreprise du monde, au contraire, qu'on va vous laisser les mains libres pour ce genre d'enjeux. Benoît Georges, journaliste indépendant et notamment aux Échos basé à New York. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Et on poursuit cette émission tout de suite direction Dakar pour parler éducation.